Europe 1, 8h38. La revue de presse, donc Natacha Polony. Bonjour Natacha. Mais bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, ils sont venus, ils sont tous là. Le Figaro, Montebourg, Duflot, Hamon, tous contre Hollande. Et Libération, Hamon, Duflot, Montebourg, oui c'est le tiercé dans le désordre. La gauche s'éclate. L'opinion regarde à droite, Sarkozy, le pari. Et puis les Échos reviennent sur la promesse très électorale du président. Impôt, le dernier round de François Hollande. Ah oui, sinon le Parisien nous réveille de notre torpeur estivale pour nous inviter à renégocier nos prêts immobiliers. La banque a une surprise pour vous. On commence avec ce qui aurait été entre guillemets le tube de l'été, l'islam de France, encore et toujours. On n'en sort pas. Comment organiser l'islam de France ? Alors les deux textes à lire ce matin, ce sont des tribunes libres. La première est dans Libération. Le philosophe Henri Pénaruis s'insurge contre l'idée d'un financement des mosquées sur fonds publics. Les lieux de culte, dit-il, ne sont pas des salles de spectacle. Il ne suffit pas de payer l'endroit et l'orchestre pour en dicter la musique. Il invite surtout à ne pas détourner l'argent public vers des intérêts particuliers au détriment des services publics d'intérêt général. Lutter contre la radicalisation, nous dit-il, nécessite de remonter à toutes ces causes. Le capitalisme néolibéral, écrit-il, ne cesse de privatiser, de détruire des services publics, de produire du chômage en externalisant les coûts sociaux, écologiques et humains. Il transfère à la charité religieuse ce qui, naguère, relevait de la solidarité propre à une république sociale. Le couplage entre la dérive néolibérale et le retour en force des cléricalismes, conclut-il, n'a rien d'un hasard. Dans le Figaro, le philosophe Mesri Haddad signe, lui, un texte enflammé. On demande aux musulmans de France de défendre leur patrie, mais la majorité des Français la défend-elle suffisamment ? Jusqu'aux derniers attentats, dit-il, l'hymne national n'avait pas droit de citer dans les écoles, encore moins dans les banlieues autarciques de la République. Alors que la nation était une âme pour Renan, elle est devenue une nationalité, un passeport convoité pour ce qu'il procure et non pour ce qu'il incarne. Mesri Haddad dénonce le prosélytisme sournois et il appelle surtout les musulmans à déclarer le Coran, texte créé par l'esprit de l'homme et non dicté par Dieu, seule condition selon lui pour séparer le théologique du politique. Alors oui, le travail sera de très longue haleine. Dans la presse également ce matin, Natacha, le vernis des berlines noires d'Hubert craque un peu ce matin. Oui, c'est un article qui illustre d'ailleurs magistralement les réflexions d'Henri Pénaruis sur le néolibéralisme. Le Parisien nous raconte l'histoire d'Antoine, chauffeur de VTC, rattrapé par le fisc. Depuis 1 an, il avait cessé de déclarer ses revenus parce que, dit-il, les baisses de prix décidées par Uber ne lui permettaient plus de vivre, des baisses destinées à attirer le client évidemment, mais décidées de façon totalement unilatérale par la plateforme. Pour les chauffeurs qui choisissent le travail au noir, le risque est énorme. Antoine vient de voir les huissiers saisir ses meubles, alors bienvenue dans l'économie numérique. Voici que vous aussi vous cédez à la folie Pokémon Go. Oui, et c'est aussi d'ailleurs dans le Parisien qu'on trouve cet article consacré donc à cet autre chef-d'œuvre de l'économie numérique. L'article s'intitule « Les Pokémon à l'école, c'est parti ». Ben oui, c'est par exemple la façade d'une école parisienne devenue un Pokéstop. Alors c'est un distributeur de balles pour attraper les bestioles. Oui, parce que l'application utilise les points d'intérêt signalés sur Google Maps et dont les établissements scolaires font partie. Alors imaginez le bonheur des professeurs quand les élèves partiront à la chasse en plein cours. L'éducation nationale n'a pas demandé à l'éditeur de rayer les écoles de la carte des Pokémon. Les proviseurs devront donc débattre avec les lycéens, ça promet. Au lieu de ça, ils auraient pu ouvrir des livres, par exemple le livre le plus secret du monde dont vous nous parlez à présent. Exactement, c'est le site Atlantico qui nous en parle. Un éditeur espagnol va publier des fac-similés du manuscrit le plus mystérieux du monde, le manuscrit de Voynich, du nom de l'antiquaire qu'il a découvert en 1912 en Italie. En fait, le carbone 14 le fait remonter entre 1414 et 1438. Et on y trouve des dessins étranges de plantes non identifiées, un traité d'astronomie, des dessins de femmes nues. Les amateurs d'alchimie pourront même peut-être essayer d'y trouver le secret de la vie éternelle. Bon, il n'y aura que 1000 exemplaires entre 7 et 8 000 euros. C'est cher le secret. C'est cher le secret. On termine avec les JO parce que non, on n'a pas tout dit sur les JO. Exactement, on n'a pas tout dit. Les journaux en parlent beaucoup, mais c'est Le Monde qui nous signale un drame diplomatique, passé un peu inaperçu ici, un affront fait au Brésil par le New York Times. Oui, le journal américain a publié un article au vitriol sur la gastronomie carioca et en particulier sur le biscoito globo. C'est une sorte de beignet rond à l'oignon qui se déguste salé ou sucré et qui, d'après le New York Times, n'a strictement aucun goût.
Alors évidemment, bon, le virus Zika, l'état déplorable des équipements, les universités, les hôpitaux en ruine pour financer les stades, ça pouvait passer dans l'opinion. Mais critiquer le biscuit local, c'est totalement inacceptable. Je pense qu'il faut le goûter pour pouvoir en parler, le Exactement. biscoito. On doit pouvoir en demandera trouver, à tous nos envoyés spéciaux de nous faire un rapporter rapport. un biscoito globo, nous raconter un petit peu comment ils se sentent après en avoir mangé. Sucré ou salé, comme la revue de presse de Natacha Polony, qu'on retrouve tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. Demain.